gentille, s'il veut le prendre un peu. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez pensé à souhaiter une bonne fête à votre maman hier. Alors aujourd'hui, on va commencer par le DM que vous aviez à rendre. Donc c'était le DM de mécanique. C'est bien les filles. Alors, il y avait 3 questions indépendantes en mécanique. C'était des questions ouvertes, autant dire que ça paraissait compliqué, comme toujours les questions ouvertes. Et il fallait poser correctement le problème, le système, les outils. C'était un petit peu l'idée. Alors, on commence par la partie sur le jet d'eau. Petit commentaire. Alors, ça va pas globalement poser de problème. Problème majeur, il y en a certains qui ont pris un mauvais outil, c'est-à-dire qu'ils ont choisi d'exprimer les lois horaires. Ils ont calculé le temps de montée avec un mouvement uniformément accéléré, pas décéléré pour le coup. Donc le temps de montée et après une application numérique un petit peu longue pour avoir la hauteur. Bon, le plus simple et le plus court, c'était une méthode énergétique. Donc 2 méthodes, soit le théorème de l'énergie cinétique, soit la conservation de l'énergie mécanique. Donc dans le corrigé, je vous ai mis conservation de l'énergie mécanique. Quand vous l'utilisez, il faut bien poser les outils. C'est-à-dire que vous deviez déjà indiquer quel système vous regardiez, ce qui n'est pas forcément une évidence absolue. Si vous utilisez le théorème de l'énergie mécanique, il faut indiquer que le système est conservatif, puisque vous prenez comme hypothèse de négliger les frottements, ça ne va pas sans dire. Et ensuite, ce théorème, c'est ça, c'est l'énergie mécanique en haut est égale à l'énergie mécanique en bas. Il y en a un certain nombre qui m'ont écrit directement le résultat, qui m'ont écrit EC égale EP. Et qui m'ont remplacé EC par 1/2 de M V2 en bas et EP par 1/2 par MGZ en haut. Bon, ben ça c'est faux, hein. C'est faux, mais comme après, dans les applications numériques, ils ne sont pas trop souciés des signes, ça conduisait quand même à une bonne valeur de la hauteur. Mais si vous commencez par EC égale EP, c'est un problème de rigueur, ça, c'est faux. Donc, c'est pas EC égale EP, c'est delta EC plus delta EP égale 0. Autrement dit, la variation d'énergie cinétique, c'est moins la variation d'énergie potentielle. Et ça ne veut absolument pas dire que EC égale EP. Hein. Et en pratique, soit EC égale 0 et dans ce cas-là, EP est maximal, soit EC est maximal et EP est minimal. Donc, méfiez-vous, posez les choses avec rigueur. Il ne s'agit pas de me dire « Oh, bah, EC égale EP et j'ai le bon résultat et j'ai tout juste ». Non, manque de rigueur, c'est généralement mal vu. Après, il fallait valider. Donc, la validation, c'était pas dire « Ouais, c'est à peu près bon ». Faut déjà voir quel est l'écart entre la valeur attendue et la valeur réelle. Donc ici, le plus parlant, c'était un écart relatif et pas un écart tout court, donc en pourcent. Et ensuite, il fallait voir que c'était dans quel sens c'était l'écart. Donc ici, en faisant l'hypothèse d'une absence de frottement, on surévalue la hauteur. Et il est normal qu'en prenant en compte les frottements, le jet d'eau aille moins haut. Autre chose, il y en a qui m'ont dessiné des jolies paraboles comme ça, qui m'ont dit « Ah, on a un mouvement parabolique ». Ça, c'est quand c'est en 2 dimensions. Ici, il s'agissait uniquement de prendre un mouvement vertical, c'est-à-dire que l'eau, elle monte, puis elle descend. Et on s'intéresse même uniquement à la montée. Donc, c'était pas la peine de regarder le mouvement parabolique. Je pense que vous êtes fait un petit peu avoir par la photo où on voyait que le jet d'eau, il était un peu courbé. Ben oui, c'est pareil, il est un petit peu élargi vers le haut par rapport au bas. Pourquoi est-ce que c'est élargi vers le haut et pas vers le bas? On a un jet d'eau qui est tout fin, et puis après, ça s'élargit, et puis ça fait un truc plus épais comme ça. Au départ, c'est bien localisé. À l'arrivée, il y a de l'eau partout. Ça vient d'où, ça? Parce que tout le monde peut observer. Hein. Ouais, une bonne question. Alors, il y a 2... Qu'est-ce qui ralentit Alix? Pourquoi est-ce que toutes les molécules d'eau ne vont pas au même endroit? Qu'est-ce qui peut faire que toutes les molécules d'eau ne vont pas au même endroit? La vitesse, oui. Pourquoi elles n'ont pas la même vitesse en haut?
Les frottements, pourquoi est-ce que ça frotterait plus sur certaines molécules que sur d'autres? Alors, il peut y avoir un petit peu de vent. Donc, le vent peut permettre de dévier le jet. Et donc, on a un aspect un petit peu plus ou moins étalé. D'ailleurs, les jets d'eau, ils n'ont pas le même aspect quand il y a beaucoup de vent. Et Alexandre, c'est pas vraiment ça. C'est qu'au départ, en bas, la vitesse, elle est globalement verticale vers le haut, mais elle peut être un tout petit peu différente pour les différentes parties du jet d'eau. Sur les bords, au centre, on n'a pas rigoureusement la même vitesse de départ. Et ça va s'amplifier à l'arrivée. C'est-à-dire que si la vitesse au départ est pas purement verticale, mais un petit peu oblique, on va avoir effectivement un mouvement parabolique. Et donc, on va avoir une dispersion des différentes fractions du jet d'eau. Et je vous dis ça pour expliquer pourquoi il avait cet aspect-là. Mais pour cet exercice, il ne s'agissait pas de regarder un mouvement parabolique, un mouvement vertical, c'est largement suffisant. Donc, ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Faites simple, ça suffit. Alors ensuite, le perchiste. Alors, on peut faire la même hypothèse, c'est-à-dire qu'on peut regarder ça comme une conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle. Donc ici, j'ai rédigé un peu différemment. C'est-à-dire que vous avez le droit d'écrire que l'énergie cinétique, ici, c'est au départ. Ça, c'est initial. C'est égal à l'énergie potentielle finale. Et ça, c'est la conversion. C'est-à-dire qu'entre le point de départ, quand il est en bas, le point d'arrivée, quand il est en haut, son énergie cinétique de départ est égale à son énergie potentielle finale. Et ce n'est pas EC égale EP, ça. C'est EC au début est égal EP à la fin. Il y a une petite nuance quand même. Donc, dans ce cas-là, il fallait estimer la vitesse du coureur, la masse se simplifiait, donc ce n'était pas la peine d'estimer son poids. En revanche, la vitesse, bon, un bon ordre de grandeur, vous prenez le record du monde du 100 mètres, hein. Ça vous fait une vitesse qui va être dans cette zone-là, et ça vous fait une hauteur qui correspond à grosso modo 5 mètres. Alors, à partir de là, il fallait valider la chose. Déjà, on voit que l'ordre de grandeur, effectivement, est bon, mais cette fois-ci, au lieu de surestimer, on sous-estime. Autrement dit, le perchiste va plus haut que ce petit calcul. Donc, c'est certainement pas à cause des frottements, puisque les frottements, ça conduirait à un écart dans l'autre sens. En revanche, il faut chercher une autre raison. Le petit calcul, là, les 5 mètres ici, en fait, on ne s'est pas du tout soucié de la perche. Donc, le fait qu'il ait une perche n'a pas été pris en compte. Et il y avait effectivement un petit schéma qui était, enfin une photo de Renaud Lavillenie, c'était pas pour vous montrer à quel point il avait une belle tête. L'intérêt de la photo, c'était de montrer que la perche, au cours du saut, elle est courbée. Et pour courber une perche, il va falloir lui communiquer de l'énergie avec ses petits bras musclés. Ça revient à emmagasiner de l'énergie de type élastique. C'est de l'énergie potentielle. Donc en courbant la perche au départ, il va pouvoir se servir de cette énergie emmagasinée dans la perche pour se propulser vers le haut. Parce que les 5 mètres qu'on a calculés, finalement, ce serait le même calcul pour un saut en hauteur sans perche. Et cette fois-ci, on est très au-dessus du record du monde. Sans perche, il ne saute pas à 5 mètres de haut, hein. C'était plutôt la moitié. Donc il fallait bien prendre en compte l'énergie potentielle qui était emmagasinée dans la perche. Comme il n'y avait pas d'information particulière, vous ne pouvez pas la modéliser. Il y en a qui m'ont dit, et c'était une bonne idée, on s'intéresse au centre de gravité du perchiste. Et donc le perchiste, voilà, je dessine le perchiste. Son centre de gravité, il n'est pas ici, tout en bas, il est plutôt au centre du corps. Et ils m'ont dit, oh, bah, il est à peu près 1 mètre au-dessus. Ce qui était une très bonne idée. Puisqu'effectivement, quand vous regardez un saut à la perche, quand il est en haut, il passe au ras de la perche. Donc son centre de gravité passe juste au-dessus. Par contre, quand il court, son centre de gravité est effectivement pas à l'altitude zéro, c'est un peu au-dessus du sol quand même. En revanche, 1 mètre, ça fait trop, surtout que pour sauter, est-ce qu'il ne faut pas plier un peu les jambes pour sauter? Et du coup, si vous pliez les jambes, ça abaisse le centre de gravité. Donc en fait, le centre de gravité, effectivement, est un petit peu plus haut que le sol, mais il faut quand même, pour sauter haut, bien fléchir les jambes pour se propulser. Donc c'était une bonne idée, mais ça ne suffisait pas à expliquer l'écart. Ensuite,
Alors, c'est la page suivante. Donc, le nageur. Alors, le nageur, il fallait bien définir le système. Et là, j'ai eu beaucoup d'erreurs parce que vous n'avez pas fait un bon bilan des forces. Pareil, vous m'avez sorti une bonne formule, ce qui fait que le calcul finalement était juste, mais avec des mauvais arguments et ce que j'appelle un manque de rigueur. Donc, il faut bien faire un bilan complet des forces. On considère qu'il est à vitesse constante, c'est plus simple, hein, on va négliger la phase d'accélération. Et dans ce cas-là, s'il est à vitesse constante, la somme des forces vaut 0. D'accord, c'est le principe d'un mouvement rectiligne uniforme. Et donc, vous m'avez dessiné en général deux forces. Alors, vous m'avez tous dessiné le poids. Non, il y en a qui m'ont rien dessiné du tout. Sans schéma, ça vaut rien, hein, les chimies, la mécanique, il faut faire un schéma. Alors, le poids, il est bien vers le bas. Si le nageur ne s'enfonce pas, et il ne s'enfonce pas trop quand même, il reste en surface, ça veut dire qu'il y a une force verticale vers le haut qui compense le poids. Donc, c'est la poussée d'Archimède et également une partie qui vient de ses mouvements à lui. Et vous avez deux forces qui sont horizontales, une force de frottement qui vous est modélisée, et la force qui est motrice, c'est-à-dire une force qui provient de ce que le nageur fait. Donc c'est aussi l'eau qui l'exerce, puisque le nageur, ses mouvements, c'est intérieur. Par contre, en faisant ces mouvements, il prend appui sur l'eau pour se propulser vers l'avant, comme la route quand on est en voiture. Du coup, cette force, elle est effectivement exercée par l'eau, mais elle provient des mouvements, de la puissance que le nageur exerce. Et en réaction, l'eau va exercer une force que j'ai appelée petit f. Du coup, il fallait bien dessiner 4 forces et pas 2 ou 3. Et ensuite, la force motrice, c'est celle qui avait une puissance qu'on pouvait estimer. Donc en fait, vous avez un peu confondu ces deux forces. La force de traîner, qui était mesurée dans l'énoncé, et la force motrice, c'était sur cette force motrice qu'on pouvait attribuer une certaine puissance. Mais ensuite, vous m'avez bien utilisé l'outil, la puissance de la force, c'est la force fois la vitesse. Si vous écrivez F scalaire V, c'est bien supérieur à 0, et c'est bien cette puissance qu'il faut. Par contre, si vous écrivez F, le grand F scalaire V, ce que beaucoup m'ont écrit, ça c'est négatif, parce que la force de traînée, elle résiste au déplacement. Donc il y avait une certaine confusion, et là encore, ça s'appelle de la rigueur. Alors ces deux forces, elles sont effectivement égales en norme, puisque la somme des forces vaut 0, mais c'est quand même deux forces différentes. Donc il ne faut pas faire un pack, hein. C'est deux forces indépendantes qui s'opposent. Ensuite, bon, l'outil, vous me l'avez trouvé sans problème. Pour ceux qui l'ont oublié, donc c'était ce que j'ai appelé la méthode 1. Pour ceux qui l'ont oublié, il y avait une méthode 2 qui était appliquée le théorème de l'énergie cinétique sur un déplacement. Donc vous pouvez regarder les deux méthodes. Il restait à exprimer la surface qui intervenait dans l'expression qui était fournie. Donc la surface S, c'était effectivement le point sur lequel il s'agissait de faire des hypothèses. Alors, plusieurs façons de procéder. Soit vous faites un forfait à 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Vous pouvez également estimer plus précisément la surface mise en jeu. Alors, le forfait suffit, hein. La surface S, ce n'est pas forcément la surface totale de peau du nageur. En particulier, il y a une partie qui est de temps en temps au-dessus de l'eau, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y a les bras quand même qui sortent. Et il y a aussi la façon de... l'orientation de la surface a un rôle sur les frottements. Du coup, c'est compliqué, cette surface S. Donc, 1 mètre carré, ça paraît bien. Bon, un nageur, c'est quand même du grand format. Hein, c'est pas, ils sont quand même assez baraqués, les nageurs, en pratique. Et oui, il fallait aussi estimer la puissance. La puissance, il fallait bien prendre le cycliste. Hein. Ici, vous avez un effort qui est quand même important. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la puissance du cycliste en sprint, parce que ça va durer plus longtemps. Mais entre les différentes puissances qui étaient fournies, il fallait faire un choix. Bon, clairement, le cheval paraissait pas mieux adapté quand même. Il y en a qui m'ont supposé qu'il avait la puissance d'un cheval, pour un Bernard. Voilà, donc
généralement, vous allez trouver la bonne valeur numérique et ce qui pêche, c'est surtout les explications. Donc, méfiez-vous parce que vous êtes noté à la fois sur les deux, hein. Si votre raisonnement est bancal, on vous le reprochera. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Une fois, deux fois. On va finir la planche de acide-base. Alors, on avait fait... on était là. Donc, il nous restait les deux derniers exercices. On y va. Donc, le premier, c'était l'hydrogénation d'alcène. Alors, prenez le temps de zoomer tranquillement. Alors, sur la configuration, on avait déjà répondu à cette question. Ça allait. La réaction bilan, donc une réaction bilan, seule chose à prendre en compte, c'est bien équilibré. Donc, il faut bien mettre le réactif, H2, et dans le produit final, on retrouve les deux qui sont là. Alors, là, il y avait un truc en trop, hein. Je l'ai rayé, mais j'aurais dû l'effacer, donc il y avait, bon, il y avait un peu trop de pâte, mon substituant. Sur une réaction bilan, on n'est pas obligé de mettre la stéréochimie. Donc, j'ai juste mis 2 étoiles pour indiquer qu'il y a 2 carbones asymétriques, puisqu'après, on discute de la stéréochimie de l'ensemble. Donc, la stéréochimie, c'est une addition sine. Donc, les 2 hydrogènes se fixent du même côté. Et donc, on va avoir 2 produits qui sont ici, la moitié de chaque, les produits que j'ai appelés 1 et 2. Donc, sur ces représentations, je n'ai pas représenté les hydrogènes, puisqu'on n'est pas obligé de le faire. Et le groupe éthyle, ET, c'est pareil que C2H5. Ça va plus vite à écrire ET. Donc, les deux sont des énantiomères. Voilà. Ensuite, quatrièmement, il s'agissait... Mais on l'avait déjà corrigé, oui. Oui. Eh bien, écoutez, j'avais dû oublier. Ok. Bah, merci, Mathieu. Bah, dites donc, ça roupille dur, les autres. Alors, on y va sur le dernier. Cette fois-ci, c'était un époxyde. On ne l'avait pas corrigé, celui-ci, j'espère. Donc, vous avez ici sur un alcène l'action d'un acide. Alors, il faut bien repérer le pair dans les noms des molécules. Donc, proposer une méthode de synthèse, ça veut dire qu'il faut que vous ayez, soit vous proposez un acide particulier. Donc, ici, j'ai proposé aucun acide. J'ai mis simplement un acide peroxocarboxylique et vous pourrez peroxocarboxylique et vous pouvez écrire aussi peracide, ça marche. J'ai mal écrit. J'aurais dû l'écrire avec le texte. Voilà, c'est mieux. Donc, l'oxygène se fixe donc, en pont au-dessus de l'alcène. On va avoir 2 époxydes possibles, puisqu'il va se fixer en pont soit dessus, soit dessous. Et par rapport à l'alcène de départ, vous retrouvez les 2 groupes CH3 qui sont du même côté. Donc ici et là, tous les 2 vers l'avant, ou tous les 2 vers l'arrière. C'est les groupes CH3 qui sont ici, hein. Ces 2 petites pattes, là, c'est des groupes CH3. Ensuite, l'ouverture en milieu basique, ça va permettre d'avoir, là encore, 2 possibilités. Donc, les 2 OH se fixent de part et d'autre de l'alcène de départ. Donc, dans les représentations ici, on voit bien les 2 groupes OH qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Et vous repérez sur la structure de la molécule, les 2 CH3 sont toujours du même côté. Donc là, ils sont tous les 2 vers l'avant. Ou alors, les 2 OH sont toujours en anti, mais de chaque côté. Donc, il y a plusieurs façons de représenter la molécule, hein. On peut vous auriez pu aussi représenter comme ça. Donc, on garde la même structure pour les OH que la molécule de gauche et on met les groupes CH3 vers l'arrière. Si vous mettez rien, c'est pareil que si vous mettez CH3. Donc, en fait, ça,
c'est pareil que celui-ci. Il a juste pivoté d'un demi-tour. La relation d'isomérie entre les deux, on a ici deux stéréoisomères qui sont des énantiomères. Ensuite, le stéréoisomère qui n'est pas obtenu par cette méthode, on repère qu'il y a deux carbones asymétriques ici et là. Ces deux carbones asymétriques sont identiques. Donc dans ce cas-là, il y a trois stéréoisomères. On en a deux ici, il en manque un, c'est le RS. On peut numéroter dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on appelle le produit méso. Donc l'essentiel, c'est qu'il y a un carbone R et l'autre carbone S, peu importe celui qui a le numéro 2 ou le numéro 3. Pour l'obtenir, deux façons de faire. Soit on change l'alcène de départ en gardant la même méthode. Donc au lieu de prendre l'alcène de configuration Z, on prend le E. D'accord? Dans ce cas-là, les deux groupes CH3 vont se retrouver de part et d'autre. Donc on retrouvera bien le produit X. Ou alors on garde le même alcène de départ, mais on change la stéréochimie de l'addition. On fait une addition sine. Et dans ce cas-là, il faut utiliser le permanganate qui conduit à un alcool qui est symétrique ici. Donc on a bien le composé méso par ces deux méthodes. Et enfin, dernière question, l'acide périodique, il n'est pas périodique. Donc ça va être un oxydant qui va couper la liaison ici. Donc, je mets en rouge la liaison qui va se couper. Donc HiO4 va couper ici entre les deux carbones et on va former deux carbonyles. Les carbonyles, ils vont être d'abord des aldéhydes, et comme on est en milieu très oxydant, le carbonyle, enfin l'aldéhyde, va probablement s'oxyder en acide, qui va être le produit final. Voilà, voilà. Pas de questions pour cette feuille? Alors, je voulais faire un petit sondage sur vos opinions concernant la chimie organique. Alors, regardez sur vos petits statuts. Alors, la chimie organique, mettez-moi un code de couleur si vous trouvez ça super, vous avez tout compris, ou horrible, vous comprenez rien, ou ça change rien. Alix, elle a demandé la parole, mais elle ne demande plus la parole. C'était une fausse manœuvre. Vous êtes trompé de bouton. C'est le bouton d'à côté pour donner un statut. Alors, donnez-moi un statut. Donc, vous mettez vert si vous trouvez « Ah ben c'est bien, vous comprenez bien ce qui se passe ». Rouge si franchement c'est horrible, ça fait des trucs partout, des schémas et on comprend rien. Et bon, bah, ce qui est bien, c'est que je vois pas de vert. Alors pour ceux qui dorment, vous êtes supposé activer quelque chose. Alors entre les deux, bah, vous mettez un truc entre les deux. Hein. Il y en a qui ont mis le petit bonhomme qui ne sait pas si rigole ou le contraire. Bon, vous êtes entre les deux. Mince, je voulais raconter une histoire drôle après, ça va tomber à plat. Alors, ceux qui n'ont pas répondu, est-ce que vous pourriez répondre? Majoritairement quand même pour ceux qui ont une opinion tranchée, c'est plutôt négatif. Non, majoritairement, vous n'avez pas d'opinion. Moi, je ne vais pas pouvoir vous raconter mon histoire alors, parce que vous ne rentrez pas dans les bonnes cases. Manque de recul. Tant pis, je vous la raconte quand même. Est-ce que vous savez pourquoi la chimie organique, les élèves de BCPST adorent ça? Ce qui manifestement n'est pas votre cas. Alors, pourquoi est-ce que vous adorez la chimie organique? C'était pas une histoire drôle, c'est juste une devinette. Donc la bonne réponse, c'est parce que orga et agro, c'est les mêmes lettres. Hein, donc c'est un anagramme orga-agro. Et deuxième question, est-ce que vous savez pourquoi les BCPST détestent la chimie organique? Attendez la suite. Donc, pourquoi ils adorent? C'est parce que c'est l'anagramme. Pourquoi est-ce qu'ils détestent? Ben, vous pouvez l'écrire. Hein. Orga, c'est agro, mais à l'envers. Alors, agro, c'est dur, mais surtout, c'est l'inverse d'orga. Et parce qu'ils détestent agro aussi. Voilà. Non, il y en a qui vont finir à G2E. Vous savez que vous pouvez même finir à Centrale Supélec depuis assez peu de temps. Donc, il y a des places pour les BCPST à Centrale Supélec. Quand vous êtes rentré là, vous ne pensiez pas que c'était possible. La chimie orga. Alors, petit point. Globalement, vous êtes entre les deux, c'est-à-dire vous ne savez pas si vous allez basculer du côté obscur ou du côté clair. Il faut un certain recul pour comprendre qu'en fait, on va faire tout le temps la même chose
chose en chimie organique. Donc, il y a un moment, faites-vous confiance, le déclic se fait. Il n'est peut-être pas encore fait, mais il y a un moment, vous allez comprendre comment s'organisent les réactions et comment les molécules vont interagir les unes avec les autres. C'est un petit peu des jeux de Lego, la chimie organique. On construit des molécules et il y a un nombre de pièces assez limité. Faites-vous confiance, donnez une chance au produit. Rejetez pas complètement la chimie organique comme étant le truc obscur, on comprend rien, il y a des flèches partout et des grosses molécules. Essayez de vous focaliser sur des petits morceaux de la molécule sur lesquels vous avez des réactions que vous comprenez, et petit à petit. Et un jour, le déclic se fait et on dit « Ah mais oui, mais finalement, je comprends ce qui se passe et il se passe tout le temps la même chose. » En gros, il se passe toujours qu'un nucléophile va rencontrer un électrophile et ils vont se relier entre eux. Donc pour l'instant, comme on n'en est qu'au premier chapitre vraiment de réaction sur les 4 en tout, le déclic n'est probablement pas encore fait. Bon, non, le déclic n'est pas fait du tout en fait. Donc on y va, on va poursuivre le chapitre donc sur les additions électrophiles. Oui, il y aura de la chimie organique au DS. Donc il y aura le chapitre sur les acides et les bases où il y a beaucoup à apprendre et pas grand-chose à comprendre. Il y aura le chapitre sur l'addition électrophile qu'on va terminer là. Et je ne sais pas si je mettrai un petit peu du chapitre suivant, je verrai où est-ce qu'on avance. Alors, on en était ici. Non, ça c'est fait. Hop. Ah, donc on en était à la bromation d'un alcène par un composé qui avait donc un sale nom. Oui, c'est aussi un des défauts de la chimie organique, c'est que les noms sont parfois un peu rebutants. Donc la molécule, c'est le NBS, son abréviation N-bromosuccinimide, genre de truc que vous ne repérez jamais. Donc c'est une molécule qu'on désigne souvent par son abréviation, donc vous devez connaître le logo NBS. Et on avait tracé les formes mésomères de la molécule. Alors j'avais dû vous mettre que celle du milieu, enfin, j'avais dû faire un mouvement juste dans un seul sens. Je vous rajoute les doublets. Je ne me rappelle plus par contre si j'étais partie vers la droite ou vers la gauche. Bon, de toute façon, c'est la même chose à chaque fois. N'hésitez pas à faire des flèches courbes assez longues. Hein. Là, j'ai mis le doublet de ce côté. J'étais partie vers la droite. Bon, ben, je repars vers la gauche. Ah, bah, du coup, j'ai placé mon doublet comme si j'allais repartir vers la droite. Bon, ben, c'est pas grave. Si vous avez besoin de faire aller ce doublet rouge vers la gauche, n'hésitez pas à faire une flèche qui fait un grand tour. Hein. Elle a le droit de faire ça. Vous pouvez faire le tour par l'autre côté. Et simultanément, ce mouvement-là. Du coup, la molécule qu'on obtient, donc je vais dessiner en rouge, non pardon, en noir, je confonds les couleurs, ce qui n'a pas changé. Donc on a toujours la structure de la molécule ici. Là, j'ai toujours une liaison double CO puisque je n'y ai pas touché. Là, la liaison est devenue une liaison simple. Et je vous dessine en rouge. Donc, non, j'avais eu des flèches en violet. Donc, je vous mets en violet. Ici. Ce qui a changé, la liaison NC est devenue une liaison double. Et ici, vous avez 3 doublés libres que vous n'êtes pas obligé de représenter. Et une charge moins sur l'atome d'oxygène. Donc, cette forme-là est symétrique de la forme qu'on avait dû dessiner précédemment. Donc, on peut faire partir le doublet soit vers la gauche, soit vers la droite. Et si vous avez envie de lui faire un tour, alors évitez quand vous mettez des doublets, quand vous bougez des doublets, de leur faire des trajets bizarroïdes. Mais si vous avez envie de faire ceci, vous pouvez. Hein. Bon, c'est un peu long quand même. Ok. Et évitez par contre les flèches courbes de les faire couper les squelettes parce qu'après on ne comprend plus rien. Alors, que retenir de cette molécule, mis à part qu'elle a une sale tête? Il faut retenir que c'est une forme déguisée de l'ion Br+. Oui, Br+, c'est pas très stable. Ce qui est stable, c'est plutôt Br-. Les halogènes ont tendance à gagner un électron et pas à en perdre. Dans cette structure, on a l'équivalent de Br+. Et ça... Alors, si la molécule avec question d'Alix n'était pas symétrique, est-ce que... Alors, j'ai perdu votre question parce que ça s'est effacé. Hop, je reprends. Le doublet peut avoir envie de se déplacer plus d'un côté que de l'autre. Alors déjà, il n'a pas d'envie, le doublet. Et effectivement, là, les deux formes mésomères sont équiprobables.
Donc, parce que la molécule est symétrique. Quand il n'y a pas de symétrie, il y a une forme qui peut être plus probable que l'autre. Et dans tous les cas, la forme la plus probable, c'est celle qui est dessinée, la première, celle de gauche, qui ne fait pas apparaître de charge. Il faut éviter les charges. Oui, il fallait effectivement, merci à celui qui a corrigé, il y a une charge plus qui manquait sur l'atome d'azote. J'avais oublié la charge plus. Là, du coup, il n'y en a qu'une, parce que j'en vois une en violet et une en jaune, ça fait peut-être beaucoup. Donc, c'est une seule, ça suffira. Donc, retenir cette molécule, c'est l'équivalent de Br+. Et par contre, c'est une forme stabilisée de Br+, c'est-à-dire ça se présente sous forme d'un solide assez facile à manipuler. Donc, on le rajoute à la spatule, tranquillement, peu par petit peu. Le solvant, alors je vous ai mis un exemple de solvant ici. C'est pas tellement que vous devez connaître le nom du solvant, c'est plutôt que ce truc-là, le DMSO, quand vous le voyez arriver dans une réaction, vous devez le mettre dans la catégorie solvant. Je vous ai dit des fois en chimie organique qu'on vous donne plein d'ingrédients. Il faut faire le tri entre le substrat, bon en général on le voit bien celui-là, le réactif, les solvants. DMSO pour vous c'est un solvant, autant dire que ça ne va pas intervenir. Et c'est un solvant de type polaire et aprotique. Donc du coup quand vous voyez du DMSO, vous faites comme s'il n'était pas là. Alors, observation. Donc, on va partir des observations expérimentales et puis ensuite, on va expliquer ces observations en cherchant le mécanisme de la réaction. Donc ici, j'ai choisi un exemple d'alcène cyclique. On s'aperçoit que quand on met le NBS et de l'eau, on va avoir une fixation d'atomes sur les deux carbones ici et là. Donc les deux carbones qui portaient la liaison double. Et vous avez d'un côté un atome de brome, de l'autre côté une fonction alcool, un groupe hydroxyle. En plus, on s'aperçoit qu'on a une fixation en anti, donc c'est une addition avec une géométrie anti. Le nom de la molécule, vous avez un brome ici et une fonction alcool ici, ça s'appelle une bromohydrine, qu'on appelle des fois une bromhydrine. Le O qui est au centre est parfois un petit peu oublié. D'accord, donc celui-ci, le O, des fois, on ne le met pas. Donc, bromohydrine ou bromhydrine pour aller plus vite. Donc, vous avez le détail de la structure en 3D, mais la forme plane, déjà, c'est une bonne chose à retenir. C'est-à-dire qu'on va fonctionnaliser les deux carbones qui portaient la liaison double au départ. En plus, donc les résultats expérimentaux, je vous les parachute, je vous affirme qu'on a observé ça. En plus, on s'est aperçu qu'il y avait un intermédiaire et que cet intermédiaire, on va avoir une structure assez particulière. On appelle ça un ion bromonium ponté. Alors, bromonium, la terminaison ium, ça veut dire que c'est un cation. Donc, on a une charge plus sur l'atome de brome. Donc, le ium est en rapport avec la charge plus qui est là. Et il est ponté. Ponté, c'est-à-dire que c'est comme dans les époxydes, le brome est en pont, ici et là, sur les deux carbones qui contenaient la liaison double. D'accord? Donc, le brome s'est fixé par deux pattes sur les deux carbones qui portaient la liaison double. Donc, ça, c'est un intermédiaire réactionnel. Vous devez me croire sur parole. On a établi sa structure. On est sûr qu'il se forme au cours du processus. Donc, il intervient dans des étapes élémentaires. Et on est sûr également qu'il n'y a pas de carbocation au cours de cette réaction. Après ça, il faut qu'on cherche un mécanisme qui est en accord avec ces observations. Donc le mécanisme, je l'ai détaillé sur un exemple qui est un petit peu plus simple. Alors, tant que... Oula, pourquoi c'est du... J'ai fait une erreur sur son nom. Bon. Excusez-moi, il faut que je corrige. C'est pas du buta 1,2-diène. C'est du buta 2-diène. Du buta... Pas de... C'est du but de N. Bon, je vous le réécris là. Ah, j'ai oublié le 2.
Voilà, donc il faut corriger. Donc, c'est un exemple un petit peu plus simple. Ici, vous regardez sur les deux produits qui sont formés. J'ai bien mis la géométrie, donc la stéréochimie. Donc, vous avez ici le brome et l'oxygène qui sont de part et d'autre de la liaison double initiale. Dans les deux cas, vous pouvez dessiner la formule plane de ce produit. On va avoir du brome et de l'oxygène, enfin un groupe OH. Donc ici, on a deux carbones asymétriques à l'arrivée. Et on observe que 2 des 4 stéréoisomères possibles. Donc ça, c'est la réaction globale. Et on va maintenant expliquer le mécanisme. Et on va chercher un mécanisme qui fait intervenir une espèce intermédiaire qui est l'ion bromonium ponté. Donc l'ion ponté intermédiaire, l'équivalent de celui qui est au-dessus. On va l'avoir ici. Donc on y va. Alors attention, parce que dans les mécanismes, vous devez indiquer les flèches, courbes, et vous devez indiquer sans ambiguïté les flèches qui vous permettent de passer de la partie à gauche à la partie à droite. Donc on va mettre en couleur les doublets qui vont réagir. Donc ici, le nucléophile, je me suis trompée, le nucléophile, c'est l'alcène. Donc il y a un des doublets de l'alcène qui va réagir. Et l'électrophile, c'est le brome. L'atome de brome joue le rôle de l'électrophile. On a plus delta sur le brome, moins delta sur l'azote. D'accord? Donc ça, c'est le nucléophile. Et l'autre, c'est l'électrophile. On y va, je fais les flèches en rouge qui expliquent comment on forme l'ion ponté. Alors l'ion ponté, je vais déjà dessiner sa structure pour voir comment. Alors non, je change de couleur. Donc l'ion ponté, je vais laisser en noir ce qui n'a pas bougé. Je vais devoir créer 2 liaisons avec le brome. Voilà. Et donc, il faut passer de la gauche vers la droite avec des mouvements électroniques. On y va. Donc, première étape, ça doit vous sembler logique. Un des doublets de l'alcène va venir attaquer l'électrophile. En même temps, on va casser cette liaison. D'accord? Ça permet de former une seule liaison carbone-brome. À ce stade, il m'en manque une. Et du coup, pour pouvoir faire la deuxième, c'est-à-dire le pont ici, il faut qu'un des doublets du brome vienne à son tour s'accrocher. C'est-à-dire que là, il y a 2 flèches. La flèche violette, elle est indispensable. Si vous mettez que les 2 flèches en rouge, on n'a pas 2 liaisons carbone-brome. Il faut qu'il y ait 2 mouvements de doublet. Donc déjà bien comprendre que ce mouvement, alors c'est pas ce qu'on fait de plus simple, hein, c'est un des pires mécanismes possibles. Rassurez-vous, les suivants seront plus simples. Je ne sais pas si vous êtes rassurés là. Donc ici, ces flèches, aussi bien les rouges que la violette, ça explique la formation de l'ion ponté. Le brome, au départ, il n'a pas de charge. Il voit arriver une des flèches rouges, repartir une des flèches rouges et repartir la flèche violette. Donc il perd un électron dans l'affaire. Et enfin, l'autre produit, ce qu'on va obtenir. Donc ça, c'est ce qui reste du NBS après usage. Donc le NBS, il va nous rester N. L'azote avait déjà un doublet libre, récupère un doublet libre de plus, et l'azote a en plus une charge moins. Alors, ce truc-là, c'est un sous-produit, hein, a priori on s'en fiche un peu, mais on va regarder quand même un petit peu sa structure. C'est une base forte.
Et donc, cette base forte, en présence d'eau, donc l'eau intervient à l'étape suivante. Donc, cette base forte, je mets entre parenthèses ici parce que j'en ai pas vraiment besoin, mais si on met de l'eau là-dedans, on va avoir cette base qui va devenir l'acide conjugué, qui est beaucoup plus stable. Donc, ça va nous former ça va accrocher un proton qui vient de la molécule d'eau. Et ce qui reste, eh bien, ce qui reste, c'est HO-. Donc, en fait, on va tout ça pour vous dire qu'on va poursuivre la réaction avec HO-, au lieu d'avoir autre chose. Donc ça, c'est ce qui sert pour la suite, HO-. C'est celui que vous voyez intervenir dans l'étape numéro 2. D'accord, donc il n'y a pas besoin de mettre de base dans le système. Je vous ai mis uniquement de l'eau. Dans les réactifs, il y a NBS et H2O. Sauf que H2O, quand on forme l'espèce conjuguée, la base forte, ça va former HO-. Il manque un doublet non liant sur l'azote. Alors, sur la gauche, j'ai mis les 2 doublets non liants. Sur la droite, je n'ai pas mis le doublet liant. Mais les doublets liants, on peut les mettre ou pas, hein. Donc, je les mets quand il y en a besoin. Là, un des 2 doublets non liants, ça venait de la rupture de la liaison azote-brome. Bon, c'est vrai, c'est compliqué. Bon, l'essentiel, c'est qu'on a formé l'ion bromonium ponté. On passe à la deuxième étape. Chimie organique, on cherche toujours le nucléophile et l'électrophile. Le nucléophile, alors entourez-lui sa charge moins à HO- parce qu'il est un peu... Donc, il a une charge moins ici et il a surtout 3 doublets libres. Donc ça, c'est un... Les parenthèses, c'était que ça ne nous sert pas pour la suite, hein. J'ai mis les parenthèses, Clarisse, parce qu'en fait, je n'ai pas équilibré complètement la réaction numéro 1. La réaction numéro 1, en fait, il faudrait mettre les parenthèses à partir de H2O. Attendez, je reviens un cran en arrière. C'est pas cette parenthèse, en fait, qu'il faudrait mettre. Il faudrait plutôt mettre la parenthèse ici. C'est-à-dire, je vous ai mis ce qui arrivait à cette espèce qui est une base forte. Cette espèce qui est une base forte ne reste pas sous cette forme-là. Elle devient son acide conjugué qui ne sert plus à rien. C'est un sous-produit, on l'oublie. Et ça forme HO-. Tout ça pour dire que pour la suite, j'ai besoin de HO-. Et que HO-, il vient de l'eau qu'on a mis dans le milieu et de la base qu'on vient de former par cette première étape. C'est bon? Alors, étape numéro 2. Attention, on cherche le nucléophile et l'électrophile. Vous entourez la charge moins de l'oxygène parce que je vais faire partir les doublets. Enfin, je vais faire partir les flèches des doublets. Ici, quand vous regardez l'ion ponté, on a la polarisation des liaisons. Ici, carbone-brome. Ici, on a un plus delta. Ici, on a un plus delta. Et ici, on a un moins 2 delta. Parce qu'on va avoir qui du brome qui est supérieur à qui de C. Donc, les liaisons carbone-brome sont polarisées. Et l'ion ponté, il joue le rôle de l'électrophile. Donc, l'ion ponté, c'est l'électrophile. Quand vous écrivez les mécanismes, vous n'êtes pas obligé d'écrire électrophile, nucléophile. Par contre, pour vous, quand vous apprenez les mécanismes, c'est bien de repérer lequel fait quoi. D'accord? Donc là, j'identifie le nucléophile et l'électrophile. Quand on vous demande d'écrire un mécanisme, vous ne le faites pas ça. Par contre, vous devez indiquer les flèches courbes. C'est indispensable. On y va pour les flèches courbes. On va donc ouvrir l'époxyde. L'époxyde, pardon, je veux pas un époxyde, mais ça ressemble à un époxyde. L'ion ponté, on va avoir attaque ici sur ce carbone et ça se casse comme ça. Donc je vais mettre, il y aura 2 façons de faire. Ce qui arrive avec les flèches en violet,
est-ce qu'il peut attaquer le carbone du dessous? Oui, non? Bah oui, il n'y a pas de raison. Il va attaquer à 50% au-dessus et à 50% au-dessous. Donc, il peut aussi attaquer le carbone qui est ici. Et pareil, ici, la liaison carbone-brome s'en va. On regarde ce que ça donne d'abord par les flèches en violet. Donc, je mets en noir ce qui reste en place. On va avoir les carbones ici, enfin dans le cycle est tendu. Une fois qu'on va ouvrir le cycle, ça va se relaxer. Et donc, on va retrouver une géométrie à x4 normale. On va d'abord avoir, donc H au moins est arrivé par le haut ici. C'est fixé ici. Je mets en violet le doublet qui vient de la flèche en violet. Les deux liaisons qui étaient au départ vers la gauche partent vers la droite. D'accord? Donc on a, ça c'est le carbone du haut que j'ai représenté. Pour le carbone du bas, le carbone du bas, il va toujours être lié au brome, qui va reprendre sa place normale géométrie AX4. Et on va avoir vers l'avant un groupe méthyle et vers l'arrière H. On n'est pas obligé de représenter H, mais c'est bien de le voir. Donc ça, c'est par les flèches en violet. On peut également avoir le brome perd sa charge. Oui, oui, parce qu'il voit arriver et il ne voit rien partir. Oui, oui. On voit arriver la flèche violette sur le brome et il n'y a rien qui part. C'est violet ou vert. Hein. Donc on va avoir l'autre possibilité, c'est par les flèches en vert. Donc ça représentera 50% du total. Par les flèches en vert, on va avoir la même chose. Le groupe OH s'est fixé en bas. Allez, je mélange dans mes outils. Donc le groupe OH s'est fixé en bas. Et je dessine en noir ce qui reste. Le groupe OH s'est fixé sur le carbone du bas. Donc je prépare le reste des liaisons. Donc le brome, il est toujours accroché au carbone du haut, mais il n'est plus accroché au carbone du bas et il n'a pas de charge. Et je mets juste les hydrogènes. On n'est pas obligé de mettre d'ailleurs. Donc on obtient 50% de ces deux produits, qui sont donc des énantiomères, et ça correspond bien à ce qui était précédemment indiqué. Alors, l'ordre du programme fait qu'on fait ce chapitre avant de voir les substitutions nucléophiles qui vont venir juste après. Hein. Mais on a ici un effet qui s'appelle l'effet parapluie. Le nucléophile, il arrive comme un coup de vent et ça retourne le parapluie. Donc le parapluie qui se retourne, pour les flèches violettes, c'est le carbone du haut. Vous aviez des liaisons qui étaient vers la gauche, qui basculent vers la droite. Je vais les entourer, la liaison qui font l'effet parapluie. Elles étaient vers la gauche et elles basculent vers la droite. Hein, ça a basculé d'un coup parce que l'oxygène est arrivé comme un coup de vent. Et on a cassé la liaison avec le brome. Pareil de l'autre côté, vous avez les liaisons qui étaient au départ vers la gauche qui basculent vers la droite. Donc sur le carbone qui est attaqué, on a un effet qui s'appelle l'effet parapluie qu'on reverra dans le chapitre suivant. Hein. Donc vous ne cassez pas trop la tête, on en reparlera. Alors, à retenir, on obtient une addition déjà. Donc vous retenez, on fixe un brome, un oxygène, et c'est une addition de type anti. Alors, on va avoir les mêmes erreurs. Parce que j'ai dû faire des copier-coller un petit peu partout. Donc, c'est pas du butin 1,3-diène en dessous. Donc, vous changez le nom. En plus, on s'en fiche un peu de son nom. Donc, c'est du but 2N. Hein.
on raye ça. C'était. Il faut que je fasse une erreur, après je copie et je colle à plein d'endroits. Donc on peut changer de nucléophile. Dans l'étape numéro 2, il peut y avoir un nucléophile qui serait autre chose que HO-. Ici, vous repérez dans cette structure HF, c'est l'équivalent de HCl. Le nucléophile, ce serait F-. C'est F- plus H+. Donc le nucléophile, c'est F-. Et du coup, on va fixer non pas OH sur un carbone, mais F. Et du coup, on va avoir, donc je vais vous mettre la formule plane et ensuite la géométrie. Donc en formule plane, on va changer de couleur. En formule plane, on va avoir ici du brome, ici de F. Et au niveau de la géométrie, on va avoir deux cas de figure. Soit ici, on a un brome vers l'avant et un F vers l'arrière. J'ai du mal avec les liaisons vers l'arrière avec mon stylet. Hein. Voilà. Et on va avoir également le cas inverse, avec un brome vers l'arrière et un F vers l'avant. Donc 50% de chacun des deux. Donc ici, vous avez à gauche la formule plane et les deux stéréoisomères ici et là, de carbone asymétrique. Donc on a deux stéréoisomères sur 4 possibles. Pour le cas numéro 2, donc HBr, c'est l'association de H+, et de Br-. Du coup, le nucléophile, ce sera Br-. Je dessine la formule plane. Donc, formule plane, on va avoir un brome de chaque côté. Mais ils ne viennent pas du même endroit. Il y a un brome qui vient de NBS et un brome qui vient de HBr. C'est une addition anti. Ouais, j'ai mis addition signe quelque part parce que si j'ai mis, c'était une erreur. Hein. Donc, c'est bien une anti-addition. Okay. Donc ici, on va retrouver les deux carbones asymétriques ici et là. On peut envisager deux possibilités. Je vous mets en rouge ce qui change. Soit ce brome-là est vers l'avant et ce brome-là est vers l'arrière. Ou alors l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a comme relation entre ces deux-là? Dites-moi, dites-moi. Alors, question d'Alix. Syn, ça veut dire que les deux groupes qui s'ajoutent sont du même côté de l'alcène de départ. Et anti, ça veut dire qu'ils sont de chaque côté de l'alcène de départ. Donc ici, alors quelqu'un m'a effacé mon brome, c'est pas gentil ça. Donc là, il y avait un brome. Alors, proposition énantiomère. On a effectivement, on va refaire le petit exercice RS, ça vous entraîne. Je commence par le carbone qui est à gauche et la molécule de gauche. Donc carbone de gauche, le brome c'est le gros. Ensuite, moyen petit, le carbone de gauche. Bon, je vous réponds après Chloé. Donc ici, on a une configuration S pour ce carbone. Et pour le suivant, on a une configuration S aussi. Et celui-ci, il est R, R. Donc effectivement, on a un mélange de deux énantiomères. Alors, je reviens sur la question de Chloé. Pourquoi il ne pourrait pas être syn? Eh bien, parce que c'est comme ça. Alors, la raison, c'est à cause de l'ion ponté. Comme il se forme un ion ponté, donc un ion particulier, le groupe HO- qui arrive dans l'étape numéro 2, il est obligé d'arriver du côté opposé au brome. Il ne peut pas arriver du même côté parce que c'est incompatible. On le reverra plus dans le chapitre suivant.
Donc, le brome va partir d'un côté et H- arrive de l'autre côté. Pour les additions de type syn, en général, on a ça quand tout s'est fixé en même temps. Donc, quand les deux substituants s'accrochent en même temps, ça conduit à une addition syn. Donc, vous devez apprendre que c'est une addition en anti, ça. Et vous pensez à corriger les noms de ces affreuses molécules qui sont donc du but de N dans les deux cas. Excusez-moi, je me suis trompée. J'ai fait le Z, j'ai pas fait le E. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est bien, mais c'est pour le Z. Je suis désolée. Donc, la formule plane, elle est bonne. Par contre, je vais effacer. On va refaire pour le E. Donc, ce que je viens d'écrire là, vous pouvez le garder, sauf que c'est à partir du Z. D'accord ? Du Z, parce que j'ai mis les... Vous repérez la structure de l'alcène de départ qui est en noir. On recommence avec le E. Donc, j'efface tout. Alors, avec le E, ça ne change pas la formule plane. Par contre, on va avoir deux stéréoisomères aussi. Enfin, on verra s'il y en a deux. On va les dessiner déjà. Donc, pareil, je dessine en noir. Ici. Ceux qui ne bougent pas. Et je vais dessiner en rouge, enfin bien en évidence, ce qui va être additionné. Donc, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'arrière et vers l'avant. On peut inverser le rôle, là. Excusez-moi, d'ailleurs, je viens de faire deux fois la même chose. Ah, je vois qu'il n'y a rien qui s'affiche là. Ah, j'ai des problèmes de connexion. Bou, 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 bou. Eh ben voilà, je suis en train de perdre ma connexion. Ok. Bon. Je suis en cours de reconnexion. Ben, vous pouvez vous entraîner à le faire. Donc, on obtient a priori deux façons différentes. Ça, c'est pas moi qui ai écrit. Et quand vous allez analyser les deux stéréoisomères, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il n'y en a qu'un seul. Parce que le RS, c'est pareil que le SR. Et donc, vous êtes obligé de me croire, j'ai toujours pas la main. Donc, pour celui-ci, on obtient le méso. Alors, je peux quand même écrire là, on obtient le méso. Qui est donc un carbone R et l'autre carbone S. Les deux sont identiques. Bon, je ne vais pas me reconnecter là, 11h59, c'est la peine. Bon, bah, c'est perdu. Donc, je répète, à partir de l'alcène E, notez-le parce que j'ai plus la main, on obtient en fait un seul produit qui est le RS, c'est-à-dire le composé méso. Voilà, voilà. Et pour le quatrièmement, vous pouvez essayer de le faire tout seul d'ici demain, puisqu'en fait, les alcènes précédents que j'ai choisis, ils étaient symétriques. Il y avait la même chose sur les deux carbones de la liaison double. L'action d'addition, elle n'est pas régiosélective, c'est-à-dire que le brome et l'oxygène peuvent se fixer indifféremment sur chacun des atomes de carbone. Et du coup, vous pouvez essayer de faire les petits exemples A et B, et vous aurez à chaque fois 4 produits. Alors, tout ce qu'on a écrit peut être effacé. C'était faux, c'était pour le substrat de configuration Z. Donc, ce que j'avais écrit avant, ça concernait le substrat Z, c'est-à-dire celui qui était sur la ligne du dessus. J'ai inversé les deux. Donc, pour le dernier exemple, le Z avec HBr conduit à 50% de RR et 50% de SS, et le E conduit à 100% du méso. Ça va? Allez, on va s'arrêter. Eh bien, écoutez, bon devoir si vous avez un devoir cet après-midi, paraît que. Et puis, à demain. Au revoir.